podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. En 2006, Virginie Despentes a publié King Kong Theory et je l'ai découvert 1 ou 2 ans plus tard. J'avais un peu plus de 20 ans et j'aurais du mal à vous dire quel passage m'a le plus bouleversée, tellement chaque page ressemblait à une révélation. Despentes décrivait tout, des mécanismes d'oppression que je n'avais jamais pensés, mais que j'avais ressentis. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle écrivait notamment « Entre la féminité telle que vendue dans les magazines et celle de la pute, la nuance m'échappe toujours. Et bien qu'elle ne donne pas clairement leurs tarifs, j'ai l'impression d'avoir connu beaucoup de putes, beaucoup de femmes que le sexe n'intéresse pas mais qui savent en tirer profit, qui couchent avec des hommes vieux, laids, chiants, déprimants de conneries, mais puissants socialement. Et vous savez pourquoi des femmes se retrouvent à faire ça ? Parce que c'est ce que beaucoup d'hommes attendent. Et ce sont des hommes qui tiennent les rênes, partout, dans tous les domaines, encore aujourd'hui. Voilà ce que raconte cette histoire. Comment le monde entrave les femmes. Et c'est une histoire signée Élise Costa. Quand j'étais petite et que donc je vivais à Paris avec ma mère et ma sœur, on faisait de la danse. Et puis un jour, au cours de danse, la prof dit «Ah bah, y a machin, il est là, il va filmer, ce qui fait des repérages pour des auditions». Enfin je sais pas, autant te dire j'avais 10 ans, j'en avais absolument rien à faire. Très vite, on est rentrés dans ce truc de sélection. Au début, on est 20, ensuite 10, finalement 5. Et puis là, ça, je sais pas, il y a eu dans ma tête quand même, j'ai une espèce d'enjeu, quoi, une urgence à réussir. Où tout à coup, j'ai désiré vraiment être choisie, alors que bon, au début, j'en avais rien à faire et enfin voilà, j'étais juste à un cours de danse, bon. On fait le cours de danse et puis à la fin, le mec, parle à la prof, je me souviens plus s'il s'adresse à moi ou pas. Enfin, en tout cas, je suis sélectionnée, entre guillemets, pour faire un casting. Et le casting, c'est pour un film institutionnel, pour EDF. Et puis, je me souviens de ma mère qui avait pris une demi-journée pour m'emmener justement refaire des essais, enfin voilà, dans Paris. Et puis, maman était très malade, donc bon, bref. Et finalement, je suis partie donc au Mans et j'ai eu un courrier de l'agence, enfin de la production du truc, qui disait «Ah Ariane, le projet ne s'est pas fait». C'est vrai que tout s'est un peu soudainement, très brutalement même, arrêté. Et donc du coup, voilà. Donc j'avais déjà eu cette sensation un peu étrange de choses qui doivent arriver mais qui n'arrivent pas, et de rester un peu sur ma faim. Quand t'es jeune, quand t'es ado, que tu vis au Mans, c'est pas la ville la plus heureuse selon moi. Du coup, le refuge, quand même, hein, c'était le conservatoire. En musique d'abord, et ensuite, une fois que j'ai eu fini, en théâtre, en troupe. Et donc, j'étais dans ma bulle. Je passais tout mon temps libre quand j'allais pas en cours avec des gens qui étaient intéressés par les mêmes choses que moi. On répétait, on imaginait des choses, on montait des spectacles. Enfin voilà, c'était ma façon aussi d'échapper quelque part à une ville qui me plaisait pas du tout. Et dès que j'ai pu évidemment me tirer, je suis revenue à Paris vite fait et faire mes études à la fac d'art du spectacle. Et en revenant, je me sentais plus à la hauteur de Paris. Je sais pas comment te dire, en fait. C'était ma ville, j'adorais. Enfin, vraiment, c'était ma ville. Et en même temps, j'avais l'impression d'avoir des années de retard, quoi. J'avais quitté la ville à 12 ans et je revenais avec mes souvenirs d'enfant aussi. Et en fait, j'ai souvent été jalouse des filles qui étaient restées, de mes copines de classe,
qui étaient restés déjà petit 1 avec leurs 2 parents, à continuer du coup à faire leur scolarité au collège à Claude Monet où on était, à continuer à aller au cours de danse où j'étais, à continuer, voilà. Toutes les filles que j'avais repris un peu des contacts avec des copines du collège, j'ai trouvé vachement plus cool que moi, j'ai trouvé mieux coiffées, j'ai trouvé mieux, quoi. Et puis, à la fac, les gens se connaissaient aussi, pour certains, moi, je connaissais plus personne du coup. J'avais l'impression d'être la petite nouvelle, tu vois? Alors que c'était quand même aussi ma ville et j'avais envie de dire: «Non, mais je viens pas que du Mans, je suis quand même aussi parisienne. Merde, je suis née là, ta gueule, quoi», tu vois? C'est bon. J'avais déjà été inscrite au conservatoire du 13e arrondissement quand j'étais petite pour faire de la musique et de la danse. Donc je suis retournée dans le 13e arrondissement et donc je me suis dit: «Bon, bah, je veux continuer du théâtre, donc je vais taper à la porte du conservatoire du 13e». Et je m'inscris, on me dit: «Oui, il y a une audition, d'entrée, c'est genre la semaine prochaine», quoi, en gros. Donc j'ai OK, il y avait deux-trois trucs, une scène classique, une scène moderne et puis il fallait réciter une fable de La Fontaine. J'arrive le jour de l'audition, dans le 13e, un quart d'heure, 20 minutes avant l'heure, à laquelle j'étais convoquée. Là, le gardien, du conservatoire, il me dit: «Mais c'est pas là les auditions, c'est dans le 10e». J'ai découvert que le 13e n'était pas tout seul, qu'il était aussi avec le 10e et le 6e. Et donc là, bon, j'avais le choix entre lâcher l'affaire, donc me dire: «Bon, bah, non, tant pis, voilà», ou essayer d'arriver à l'heure, dans le 10e. Donc il faut aller de Place d'Italie jusqu'à Château d'Eau. Et je suis arrivée, mais vraiment, j'ai juste eu le temps de m'asseoir au milieu des autres et tout de suite le mec est arrivé, il m'a dit: «Ariane, nanana», et donc j'y suis allée. Donc vraiment, mais ça s'est joué sur le fil du rasoir. Je fais mes scènes, j'ai vraiment pas trop eu le temps de me concentrer, mais bon, enfin, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir non plus vraiment à ce qui se passait. Je fais mes scènes, la fable de La Fontaine, c'est nul, et puis à la fin, il demande une impro. Et en fait, je pense que c'est le moment où je me dis: «Bon, que j'ai rien à perdre», donc apparemment je fais une bonne impro et donc à la fin de l'audition, il me dit: «Bon, ne le dites pas aux autres, quand vous sortez, mais vous êtes prise». Voilà, et donc c'est vrai que ça m'a mise dans un état d'esprit, genre: «Attends, je suis arrivée à la dernière seconde, j'ai pas eu le temps de me préparer». Je suis sortie de là, j'étais, une winneuse, quoi. Je me suis dit: «C'est pas possible, enfin, ça va être comme ça tout le temps, en gros. Enfin, voilà, ça va être facile, je suis douée, quoi». Une fois les premiers cours démarrés, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres meufs qui étaient super, fortes aussi et elles, mais qui étaient motivées, quoi. Donc déjà, elles bossaient pas comme moi, à côté. C'était ces fameuses filles, qui avaient vécu tout le temps à Paris et qui étaient encore chez leurs parents, enfin voilà, et donc du coup qui étaient du matin au soir au conservatoire, qui étaient, forcément beaucoup plus impliquées que moi. Tu les voyais un jour arriver, elles étaient sapées, quoi, comme, pour, aller en soirée, et là, elles te disaient qu'aujourd'hui, il y avait, un pseudo-agent qui venait, donc c'était sérieux, quoi. Il fallait, et moi ça me dépassait. Enfin, moi je voulais faire du théâtre, mais j'étais pas prête, tu vois, à me confronter à ce genre de personnes, de personnalités, de filles, qui étaient prêtes à en découdre, quoi. Donc j'ai très vite lâché l'affaire. J'ai arrêté le conservatoire, je me suis sentie soulagée de tout ça parce que finalement, tu es la première au Mans, mais après tu te retrouves la dernière à Paris, enfin, tu vois, merci. Mais il était hors de question que je laisse tomber la fac. Ça, c'était pas possible, quoi. Au début de ma 2e année de fac, c'est un dimanche après-midi, il fait beau, il fait doux, j'ai une jupe en jean, j'ai les cheveux courts parce que c'est la mode de Emma Decaune, là, qui s'est fait couper les cheveux à cette époque-là, donc toutes les filles se font couper les cheveux aussi. Et je vais à Bobigny pour voir une pièce, à la Maison de la Culture avec, Jeanne Balibar notamment. Je suis dans le métro et je me fais aborder par un type qui se présente et qui me dit qu'il s'appelle Éric Magnum. Donc Éric Magnum, moi je connais Éric Magnum, le grand mec, moustachu, super, sexy avec ses chemises hawaïennes. Sauf que là, j'ai à côté de moi un type, un peu dégueu, pas très grand, ventripotent, enfin
voilà quoi, ce côté un peu libidineux comme ça et bon, qui commence à me dire: «Oh là là, vous avez tout à fait, le style des filles», bon ça je pense que c'est vraiment un truc qui était lié à ma coupe de cheveux de l'époque et il m'explique qu'il connaît des gens, qui cherchent des filles comme moi, pour les faire jouer, pour machin et donc il me demande si, j'ai déjà fait du théâtre. Donc à ce moment-là, je souris mais genre en levant les yeux au ciel et j'avais déjà vu des annonces, des trucs, j'avais déjà entendu des histoires pas possibles et puis j'étais quand même un petit peu, préparée, à ce genre de choses et donc je savais enfin voilà, il était hors de question que je commence à m'intéresser à ce qu'il me racontait. Donc je le méprise mais assez poliment, voilà et puis, là, les gens autour de moi commencent un peu à regarder la scène parce que tout le monde a entendu qu'il s'appelait Eric Magnum et franchement ça c'était pas possible, enfin ça laisse personne indifférent et bon, moi j'ai envie de dire: «Oui, bon, oui, j'ai fait du théâtre, autant te dire. En plus, j'étais dans ces trucs qui étaient bien, mais j'ai arrêté. Bon, mais j'ai pas envie» enfin, j'avais envie de dire: «Écoute, j'ai pas envie de reparler de ça avec toi, voilà, j'ai ça m'intéresse pas, je veux pas discuter de ça, de faire du théâtre, machin, à Paris, fous-moi la paix, quoi» et il continue à m'expliquer que, il a un ami qui est photographe et qui s'appelle Tito. Donc là, j'éclate de rire, je lui dis: «Mais enfin, c'est pas possible, quoi, c'est que des noms, Eric Magnum, Tito, enfin stop, quoi» et il est très sérieux, puis il commence un peu à s'énerver, à taper du pied en disant: «Mais si, c'est vrai, ce que je dis, il faut me croire, machin» et je suis là: «Oui, oui, oui, c'est ça, allez», tu sais, envie de lui dire la marmotte, elle met le chocolat, tu sais? Et puis du coup, il sort, il descend du métro avec tous les gens qui étaient autour, comme ça, on se regarde genre: «Ah, ah, ah, mais quel tocard celui-là, Eric Magnum, salut». Il sort du métro un peu vénère, tu sais, quand même, un peu genre: «Ah, tu m'as même pas cru, nanana, je te parle plus» et puis du coup, il s'en va. Moi, je poursuis le trajet sur 1 ou 2 stations, je fais mon changement et puis je vais ensuite, assister à mon spectacle. Quand j'arrive au spectacle, je ne pense plus du tout à ce type, mais vraiment, je l'ai déjà complètement oublié. J'assiste à une très belle pièce, je retrouve 2 3 personnes de la fac que je connais, on discute un petit peu à la fin, enfin voilà, les trucs, habituels de fin de spectacle. On repart pas tout de suite. On discute entre nous et tout à coup, je vois Eric Magnum dans le hall, bah, de la Maison de la Culture et je dis: «Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là lui?» enfin, donc déjà, bon, je suis un peu interloquée, je reste, je le regarde de loin en me disant: «Mais merde!» Bon, je je prends mon temps, du coup, je pars pas tout de suite, les autres sont partis, mais moi j'ai besoin quand même, je sais pas, j'ai envie qu'il me revoie, parce que je me dis: «Merde, ça se trouve, c'était un truc, sérieux» et surtout qu'en fait, je vois qu'il discute avec le metteur en scène et avec les comédiens. Voilà, en fait, c'est surtout ça. C'est qui discute avec le metteur en scène et les comédiens. Et là, je me dis: «Mais putain de merde, quoi, j'ai laissé passer ma chance». Donc je traîne dans les parages, devant le théâtre, en espérant, bah, qu'il me revoie, parce qu'il y a quand même un peu de monde. Il me voit et là, il a une réaction assez étrange, c'est qu'il me fait: «Ah, alors, vous voyez, hein, qu'est-ce que je vous disais? Je connais du monde, en gros, quoi. Hein, c'était pas des bêtises, nanana, moi je connais vraiment des gens, et vous pourriez les intéresser» et cetera, quoi. Donc là, je l'écoute quand même plus attentivement parce qu'il était en train de discuter. Alors, je sais pas ce qu'il racontait, peut-être qu'il essayait de leur vendre des trucs, tu vois, je sais pas. Mais du coup, bon, ça m'intéresse. Et là, il me dit, oui, j'ai un ami. Il m'en avait parlé dans le métro de ce type. J'ai un ami en ce moment. Il est en train de. C'est lui qui produit une des plus grandes comédies musicales qui va sortir. Là, ça va cartonner. C'est un truc, c'est sûr. Nanana. Bon, moi, j'en avais jamais entendu parler. C'était pas trop un truc qui m'intéressait. Bon. Mais voilà, je retiens quand même le nom. Donc je lui dis: «Bah OK, vas-y quoi, appelle ce mec» parce que là, en effet, enfin, je vais pas non plus, laisser passer entre guillemets «ma chance» et du coup, il appelle, j'enregistre son numéro sur mon Ola. Je discute avec le type et on se file rendez-vous le mardi soir, rue Marbeuf, dans le 8e. Je rentre, chez moi, où vit aussi, mon mec et je lui raconte ce qui s'est passé et là, il me regarde, il me dit: «Non mais attends», il me dit: «C'est quoi ce plan,
c'est un plan, enfin, c'est sûr, c'est pas sérieux, c'est un plan cul, quoi. Et je lui dis: «Mais non», et donc je lui explique et moi, je suis quand même assez, convaincue, j'ai envie d'y croire et en même temps, enfin, j'ai en moi un truc qui me dit: «Mais quand même, c'est bizarre, quoi». Du coup, je panique un peu. Le mardi arrive et je ne vais pas au rendez-vous. En plus, j'avais arrêté quand même déjà le théâtre, hein, l'année d'avant et donc je pense que j'avais vraiment, acté ça, quoi. Tiré vraiment un trait, j'avais vraiment mais fermé le bouquin, quoi. C'était, fini donc du coup, je vais pas à ce rendez-vous. Il y a un truc qui fait que je le sens pas, bon évidemment, j'appelle pas, je m'excuse pas parce que bon, enfin voilà, tu vois? Et donc le mercredi matin, je vais à la fac, je prends le métro et mon regard est interpellé comme ça, tu vois? Il y a un truc qui me et je découvre une affiche avec le nom de la comédie musicale dont m'avait parlé mon mec là, mon fameux Eric Magnum. Je regarde ce truc, je dis: «Ah tiens», et par curiosité, je regarde les petits noms en bas, des gens qui sont notés, dans la production du spectacle et je vois le nom du mec à qui j'ai posé un lapin la veille. Je me dis: «Merde!» Pour la deuxième fois en 3 jours, quoi. Je me dis: «Merde, c'est pas vrai, putain, mais attends, mais ça se trouve, mais le mec, mais si, c'est vraiment lui, quoi. C'est lui, c'est son nom, c'est dans l'affiche dans le métro, enfin, tu vois, c'est gros spectacle, grosse production, on m'a pas menti». Donc comme j'avais son numéro de téléphone, je sors du métro, j'appelle vite le mec, je dis: «Oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai que je suis pas venue hier, mais bon, j'invente un truc bidon», et là, le type, il m'envoie balader, mais il me dit: «Non, mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai que ça à faire? Nin mais bon, sérieux, tu vois? Donc je m'excuse, je suis vraiment ça me remet à ma place et en même temps, ça me redonne envie d'y croire. Je me dis: «Non, mais là, attends, il m'engueule, je veux dire, je lui ai vraiment fait perdre son temps, c'est un mec sérieux, quoi». Donc on est mercredi, on se redonne rendez-vous pour le lendemain soir, assez tard parce que je bosse au BHV, toujours et que c'est la nocturne et du coup, on a rendez-vous, je crois que je dois finir vers 22h30 et on a rendez-vous vers 23h dans un café place de l'Étoile. Ce jour-là, franchement, je suis assez, impatiente, un peu surexcitée, enfin voilà, je me dis: «Ah là là, il se joue quelque chose de gros, quoi». Et bon, je sors de là, j'ai un petit peu envie de dire à tous mes collègues: «Eh, tu sais pas ce qui m'arrive et tout, là, j'ai un rendez-vous avec un type, c'est le producteur de tel truc, là, tu vois les affiches dans le métro, machin». Mais bon, je le garde quand même pour moi, parce que voilà, mais vraiment, je suis, convaincue que c'est le destin, quoi, et que là, quelque chose va se jouer ce soir et que je vais peut-être refaire du théâtre, reprendre des cours, que peut-être même, enfin voilà, et je vais rencontrer un super agent, enfin, j'y crois. Je m'habille, tout à fait normalement. En fait, à cette époque-là, j'ai pas trop, je fais pas trop gaffe aux fringues, je sais pas, j'ai peut-être une jupe longue, tu vois? Un truc, c'était la mode à l'époque des jupes, 3/4 et donc j'ai probablement un truc comme ça avec, une petite veste en jean, mais je suis assez convaincue qu'on va parler théâtre et que je vais passer des auditions, quoi, tu vois? Je suis pas, très attentive, à mon look ou, à moi, quoi, enfin. Donc c'est lui qui décide, comme la dernière fois, du lieu de rendez-vous. Il me dit: «Dans un café place de l'Étoile». Moi, j'ai jamais mis les pieds place de l'Étoile, enfin, c'est vraiment pas du tout là que je sors habituellement. Mais en même temps, tu vois, je me dis: «Petit 1 rue Marbeuf, petit 2 place de l'Étoile». Je veux dire, tu vois, le mec, c'est la classe, quoi. Voilà, il m'a pas filé rencard dans un boui-boui à côté de la gare Montparnasse, quoi. C'est autre chose. Donc à la fois, je suis quand même un peu impressionnée, quoi, d'aller à ce rendez-vous. Le café est plutôt froid, c'est plutôt une grande brasserie, tu vois? Quelque chose en plus, c'est un soir de semaine, il est 23h, il y a pas vraiment une folle ambiance. C'est pas un café sympa où tu aimes bien sortir le soir. Donc j'arrive, on se voit, bon, très vite, voilà. J'ai en face de moi un homme, qui est plutôt séduisant, qui plisse un petit peu les yeux comme ça en me regardant et puis, j'ai quand même plutôt très vite l'impression qu'il est en train de me faire un petit numéro de charme.
Il me jauge un petit peu au début, voilà, il m'observe et puis en plus, il fait des réflexions sur mon physique, genre: «Alors Ariane, avec ses grands yeux et ses cheveux courts, machin», fait de ce genre de réflexion-là, tu vois? Bon, moi, je suis là: «Ouais». Mais moi, j'attends qu'il me donne des choses, quoi, en fait. Je le regarde, je suis assez impressionnée et j'attends qu'il me dise: «Bon, bah, voilà, il y a telle personne que vous pouvez rencontrer, qui peut vous faire passer des auditions» et cetera. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. Il me pose des questions, mais des fois, je vois pas le rapport et puis, je comprends pas bien où est-ce qu'il veut en venir, enfin et du coup, il m'interroge sur ma perception du milieu artistique. Et en fait, très vite, il me dit ce qu'il peut faire pour moi. Et ce qu'il peut faire pour moi, c'est jamais dit vraiment clairement, mais c'est en gros me présenter à des gens qui se refileraient mon numéro de téléphone, que ça se fait comme ça dans le milieu. Je comprends vraiment que c'est un peu comme un réseau qui connaît quelques personnes qui seraient tout à fait intéressées de me rencontrer. Alors pour faire quoi c'est pas dit clairement, mais voilà. Et de fait, pour me remercier, hein, j'aurais le droit d'avoir des petits rôles. Il me dit, mais par contre, attention, hein, ce sera jamais les premiers rôles. Hein. Et du coup, j'aurais des petits rôles de temps en temps dans des séries, peut-être La fille qui décède, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Et ce serait formidable parce que de toute façon, c'est comme ça que ça marche. En gros, je comprends que je suis la meuf qu'on se refile comme ça et qu'on récompense en filant des rôles de merde dans des séries de merde. En échange de mon cul. Hein. Je comprends que c'est un réseau, je comprends que beaucoup d'actrices, dont il me donne d'ailleurs certains noms, sont obligées de passer par là. Et il me pose une question, il me dit selon toi, entre deux comédiennes, un metteur en scène a le choix entre deux comédiennes. Il prend laquelle? Et donc moi, je lui réponds celle la mieux pour le rôle. Et il me fait comme tu es naïve. En fait, je suis sidérée. Et à un moment donné, il me prend la main comme ça et me dit allez Ariane, montre-moi ta sensualité. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est? C'est une audition? C'est quoi? Enfin, il faut que je joue, il faut que je fasse la meuf sensuelle. Et du coup, je suis là, mais sauf que je suis pas du tout sensuelle parce que j'ai envie de pleurer, que je me demande de ce que je fabrique, que je me dis mais c'était ça en fait le super truc. Auquel j'ai pensé toute la journée d'hier, en pensant que ma vie allait changer, que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait certainement m'aider à regagner ce métier que j'avais abandonné l'année d'avant, un peu quand même, voilà, en me disant que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, mais la mort dans l'âme, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai accepté de rouvrir le fameux bouquin que j'avais fermé, en disant que c'était pour le mieux. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est ce mec-là qui me regarde, qui me demande de lui montrer ma sensualité dans ce café sordide, place de l'Étoile, à 23h, et qui m'explique que de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça marche, et voilà, quoi. Parce que sinon, il faut avoir un talent dingue et rencontrer et connaître peut-être les mecs, voilà, qui font que... En gros, je comprends que c'est mort, quoi. Enfin, c'est trop dur, quoi. Je ferai jamais. Ça ne marchera jamais. Je sens que le mec, il en a marre, qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre son temps, que je vais pas foncer chez lui tête baissée comme ça. Il me dit bon, là, si tu veux, je te donne un accès à un casting auquel normalement seulement les agences, les comédiens sous-agents peuvent aller. Donc moi, je n'ai pas d'agent. Évidemment, je fais plus de théâtre. Donc en gros, il m'offre la possibilité d'accéder à ça parce que il y a beaucoup de castings qui sont réservés à des comédiens qui sont déjà sous agents et donc ça crée déjà une petite sélection, tu vois, au départ. Il me dit si tu veux, tu y vas. Par contre, il faut venir chercher le scénario à la maison. Il y a eu un moment où pour moi vraiment le temps s'arrête, vraiment. Je récapitule tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense que je reste bouche bée et je me pose quand même la question. En même temps, le mec est pas affreux.
Je crois qu'il me dit qu'il habite pas très loin. Il doit me parler, mais c'est vraiment, je pense que j'ai beaucoup de fourmis, tu vois, dans les oreilles comme ça, bzzz, un truc où je me demande si ma tête va pas exploser. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je réfléchis très vite à quelles sont mes options. Oui, non, j'y vais pas. Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais je peux pas, mais c'est horrible. Mais quand même, attends, qu'est-ce que je porte comme sous-vêtement au fait? Ah oui, je me souviens que je porte, les sous-vêtements que j'ai achetés récemment, chez H&M, et qui sont des sous-vêtements, assez originaux, dans une matière genre un peu maillot de bain, tu vois? Orange, la culotte, c'est un shorty et j'ai le soutif avec la coque, voilà. Et du coup, je suis prête, niveau sous-vêt, mais pas du tout, pour le reste. Et je pense que le type me déteste à ce moment-là, il me déteste et puis du coup, il s'en va, voilà. À voir mon hésitation, il attrape son imperméable qui est posé, à côté de lui, sur la banquette. Il se lève et en fait, il me regarde, tu vois? Et il me dit: «Tu n'es pas prête» et il part et c'est tout. Il me dit pas au revoir, il me dit pas bonne chance dans la vie, il me dit pas, il me dit rien. Il me dit: «Tu n'es pas prête» et il quitte le café et ne me paye même pas mon café, hein. Il se tire comme un connard, quoi, voilà, comme un gros connard et à ce moment-là, je me sens, comme une enfant qu'on a punie, débile, enfin, tu vois? Je me sens vraiment une merde, vraiment, quoi. Donc je paye mon café, je sors, place de l'Étoile, il est 23h30, il pleut, c'est horrible. Bah, finalement, après tout ça, je me suis sentie très soulagée parce que je savais que c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi, que j'étais pas prête, que j'avais pas les épaules, que, pas prête du tout à tolérer, à accepter que des gens soient prêts, eux, à tout, tu vois, pour réussir. En fait, je me dis que j'aurais pas été bien, que j'aurais été malheureuse, que j'aurais souffert peut-être de comportements, de choses que je me serais peut-être sentie pas bien, inférieure aux autres, peut-être mal dans ma peau ou que je me serais transformée en fille, en connasse quoi, tu vois? Très, superficielle ou je sais pas, ou qui, au contraire, prend le contre-pied et puis se prend, pour quelqu'un de supérieur aux autres, mais là, par contre, bah, non, après j'ai fait des ressources humaines. J'ai cherché le métier le plus chiant, du monde et je l'ai trouvé. Là, j'avais besoin de choses précises, c'est comme ça, tu réussis si tu fais ça, enfin voilà, c'est beaucoup plus encadré avec, c'est voilà le cadre, et puis ça déconne pas et du coup, on va pas attendre de toi que tu commences à faire un numéro de claquette, tu vois? Et que tu sois incroyable comme ça. Mais la vérité, c'est que je pense que j'étais pas à la hauteur, en fait et que c'est pour ça, que du coup, ça me semblait trop compliqué, de réussir à exister, d'avoir, pas à se laisser démonter, de pas se laisser déstabiliser par des comportements, que tu peux trouver, dans ce genre de milieu, quoi, où les places, sont chères et que voilà, c'est pas marche ou crève, mais bon, enfin, je pense que j'invente rien. Je crois qu'aujourd'hui, tu as plein d'acteurs qui te disent: «Oui, c'est un milieu difficile» et cetera. Sûrement plus difficile que celui des ressources humaines, quoi. Quelques années après tout ça, je suis plus à Paris, ni au Mans d'ailleurs. Et je reçois un SMS, je crois, de ma sœur qui me dit, «Dis donc, tu m'avais pas raconté une histoire avec un Eric Magnum, parce que figure-toi que je viens de me faire aborder dans le métro, par un type qui me dit qu'il s'appelle Eric Magnum et qu'il peut me présenter des gens, qui seraient intéressés par moi» et enfin voilà et je me suis dit: «Bon». Il me semble qu'elle lui a répondu, mais je crois que ma sœur vous connaît, un truc comme ça. J'ai parfois l'impression que, finalement, en fait, mon destin, c'était pas que je fasse du théâtre, c'était que j'en fasse pas.
c'était une histoire signée Élise Costa, avec Alexandre Moniol au montage et Pauline Thompson à la musique. Nous sommes en 2017 et si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents de Transfert, il vous en reste une quinzaine à rattraper sur toutes les plateformes que vous connaissez. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Exploser, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Je réfléchis très vite à quelles sont mes options. Oui, non, j'y vais pas, qu'est-ce que c'est? Mais non, mais je peux pas, mais c'est horrible, mais quand même, attends, qu'est-ce que je porte comme sous-vêtements au fait? Ah oui, je me souviens que je porte les sous-vêtements que j'ai achetés récemment chez H&M et qui sont des sous-vêtements assez originaux, dans une matière genre un peu maillot de bain, tu vois, orange. La culotte, c'est un shorty et j'ai le soutif avec la coque, voilà. Et du coup, je suis prête niveau sous-vêt, mais pas du tout pour le reste. Et je pense que le type... Je pense que le type me déteste à ce moment-là, il me déteste et puis du coup il s'en va, voilà. À voir mon hésitation, il attrape son imperméable qui est posé à côté de lui sur la banquette. Il se lève et en fait il me regarde, tu vois, et il me dit « Tu n'es pas prête ». Et il part. Et c'est tout. Il me dit pas au revoir, il me dit pas bonne chance dans la vie. Il me dit pas, il me dit rien. Il me dit tu n'es pas prête. Et il quitte le café et ne me paye même pas mon café. Hein. Il se tire comme un connard, quoi. Voilà, comme un gros connard. Et à ce moment-là, je me sens comme une enfant qu'on a punie, débile. Enfin, tu vois, je me sens vraiment une merde, vraiment, quoi. Donc je paye mon café, je sors, place de l'Étoile, il est 23h30. Il pleut, c'est horrible. Mais finalement, après tout ça, je me suis sentie très soulagée parce que je savais que c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi, que j'étais pas prête, que j'avais pas les épaules, que pas prête du tout à tolérer, à accepter que des gens soient prêts eux à tout, tu vois, pour réussir. En fait, je me dis que j'aurais pas été bien, que j'aurais été malheureuse, que j'aurais souffert peut-être de comportements, de choses que je me serais peut-être sentie pas bien, inférieure aux autres, peut-être mal dans ma peau, ou que je me serais transformée en fille, en connasse, quoi, tu vois, très superficielle, ou je sais pas, ou qui, au contraire, prend le contre-pied et puis se prend pour quelqu'un de supérieur aux autres. Mais là, par contre, bah non, après, j'ai fait des ressources humaines. J'ai cherché le métier le plus chiant du monde et je l'ai trouvé. Là, j'avais besoin de choses précises. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu réussis si tu fais ça. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus encadré avec c'est voilà le cadre et puis ça déconne pas et du coup, on va pas attendre de toi que tu commences à faire c'est la nocturne. Et du coup, on a rendez-vous, je crois que je dois finir vers 22h30 et on a rendez-vous vers 23h dans un café Place de l'Étoile. Ce jour-là, franchement, je suis assez impatiente, un peu surexcitée. Enfin voilà, je me dis: «Ah là, il se joue quelque chose de gros, quoi». Et bon, je sors de là, j'ai un petit peu envie de dire à tous mes collègues: «Eh, tu sais pas ce qui m'arrive et tout, là, j'ai rendez-vous avec un type, c'est le producteur de tel truc, là, tu vois les affiches dans le métro, machin». Mais bon, je le garde quand même pour moi, parce que voilà, mais vraiment, je suis convaincue que c'est le destin, quoi. Et que là, quelque chose va se jouer ce soir et que je vais peut-être refaire du théâtre, reprendre des cours, que peut-être même, enfin voilà, et je vais rencontrer un super agent. Enfin, j'y crois. Je m'habille tout à fait normalement. En fait, à cette époque-là, j'ai pas trop je fais pas trop gaffe aux fringues. Je sais pas, j'ai peut-être une jupe longue, tu vois, un truc. C'était la mode à l'époque des jupes trois quarts. Et donc, j'ai probablement un truc comme ça avec une petite veste en jean. Mais je suis assez convaincue qu'on va parler théâtre et que je vais passer des auditions, quoi. Tu vois, je suis pas très attentive à mon look ou à moi, quoi. Enfin,
Donc c'est lui qui décide, comme la dernière fois, du lieu de rendez-vous. Il me dit: «Dans un café place de l'Étoile». Moi, j'ai jamais mis les pieds place de l'Étoile, enfin, c'est vraiment pas du tout là que je sors habituellement. Mais en même temps, tu vois, je me dis: Petit 1 rue Marbeuf, petit 2 place de l'Étoile. Je veux dire, tu vois, le mec, c'est la classe, quoi. Voilà, il m'a pas filé rencard dans un boui-boui à côté de la gare Montparnasse, quoi. C'est autre chose. Donc, à la fois, je suis quand même un peu impressionnée, quoi, d'aller à ce rendez-vous. Le café est plutôt froid. C'est plutôt une grande brasserie, tu vois, quelque chose. En plus, c'est un soir de semaine, il est 23h, il y a pas vraiment une folle ambiance. C'est pas un café sympa où t'aimes bien sortir le soir. Donc j'arrive, on se voit, bon, très vite, voilà. J'ai en face de moi un homme, qui est plutôt séduisant, qui plisse un petit peu les yeux comme ça en me regardant et puis, j'ai quand même plutôt très vite l'impression qu'il est en train de me faire un petit numéro de charme. Il me jauge un petit peu au début, voilà, il m'observe et puis en plus, il fait des réflexions sur mon physique, genre: «Alors Ariane, avec ses grands yeux et ses cheveux courts, machin», fait de ce genre de réflexion-là, tu vois? Bon, moi, je suis là: «Ouais». Mais moi, j'attends qu'il me donne des choses, quoi, en fait. Je le regarde, je suis assez impressionnée et j'attends qu'il me dise: «Bon, bah, voilà, il y a telle personne que vous pouvez rencontrer, qui peut vous faire passer des auditions» et cetera. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. Il me pose des questions, mais c'est vrai que tout s'est un peu, soudainement, très brutalement même, arrêté et donc bon, du coup, voilà. Donc j'avais déjà eu, cette espèce de cette sensation un peu étrange de choses qui doivent arriver mais qui n'arrivent pas et de rester un peu sur ma faim. Quand t'es jeune, quand t'es ado, quand t'es voilà, que tu vis au Mans, bon, c'est pas la ville la plus, heureuse, selon moi. Du coup, le refuge, quand même, hein, c'était, le conservatoire. En musique, d'abord et ensuite, une fois que j'ai eu fini, en théâtre, en troupe et donc j'étais dans ma bulle. Je passais tout mon temps, libre, quand j'allais pas en cours avec des gens qui étaient intéressés par les mêmes choses que moi. On répétait, on imaginait des choses, on montait des spectacles, enfin voilà, c'était ma façon aussi d'échapper quelque part à une ville qui me plaisait pas du tout. Et dès que j'ai pu évidemment me tirer, ben, je suis revenue à Paris vite fait et faire, mes études, à la fac d'art du spectacle et en revenant, je me sentais plus à la hauteur de Paris. Je sais pas comment te dire, en fait. C'était ma ville, j'adorais, enfin vraiment c'était ma ville, et en même temps, j'avais l'impression d'avoir, des années de retard, quoi. J'avais quitté la ville à 12 ans et je revenais avec mes souvenirs, d'enfant aussi et en fait, j'ai souvent été jalouse des filles qui étaient restées, de mes copines de classe, qui étaient restées déjà petit 1 avec leurs 2 parents, à continuer du coup à faire leur scolarité, au collège à Claude Monet où on était, à continuer à aller au cours de danse où j'étais, à continuer voilà. Toutes les filles, que j'avais, repris un peu des contacts avec, des copines du collège, j'ai trouvé vachement plus cool que moi, j'ai trouvé mieux coiffée, j'ai trouvé mieux, quoi. Et puis, à la fac, les gens se connaissaient aussi, pour certains, moi, je connaissais plus personne du coup. J'avais l'impression d'être la petite nouvelle, tu vois? Alors que c'était quand même aussi ma ville et j'avais envie de dire: «Non, mais je viens pas que du Mans, je suis quand même aussi parisienne. Merde, je suis née là, ta gueule, quoi», tu vois? C'est bon. J'avais déjà été inscrite au conservatoire du 13e arrondissement quand j'étais petite, pour faire de la musique et de la danse. Donc je suis retournée dans le 13e arrondissement et donc je me suis dit: «Bon, bah, je veux continuer du théâtre, donc je vais taper à la porte du conservatoire du 13e» et je m'inscris, on me dit: «Oui, il y a une audition, d'entrée, c'est genre la semaine prochaine», quoi, en gros. Donc j'ai OK, il y avait deux trois trucs, une scène classique, une scène moderne et puis il fallait réciter une fable de La Fontaine. J'arrive le jour de l'audition, dans le 13e, un quart d'heure, 20 minutes avant l'heure. Dans ma tête, quand même, j'ai une espèce d'enjeu, quoi, une urgence à réussir. Où tout à coup, j'ai désiré vraiment être choisie, alors que bon, au début, j'en avais rien à faire et enfin voilà, j'étais juste à un cours de danse, bon. On fait le cours de danse et puis à la fin,
Le mec, bon, parle à la prof, je me souviens plus s'il s'adresse à moi ou pas. Enfin, en tout cas, je suis «sélectionnée» entre guillemets pour faire un casting et le casting, c'est pour un film institutionnel, pour EDF et puis, je me souviens, de ma mère, qui avait, pris une demi-journée pour, m'emmener, dans justement refaire des essais, enfin voilà, dans Paris et puis, bon, bah, bon, enfin voilà, maman était très malade donc bon bref et finalement, je suis partie donc, au Mans et j'ai eu un courrier de l'agence, enfin de la production du truc qui disait, «Ah Ariane, bon ben, le projet ne s'est pas fait, c'est vrai que tout s'est un peu, soudainement, très brutalement même, arrêté et donc bon du coup, voilà». Donc j'avais déjà eu, cette espèce de cette sensation un peu étrange de choses qui doivent arriver mais qui n'arrivent pas et de rester un peu sur ma faim. Quand tu es jeune, quand tu es, ado, quand tu es voilà, que tu vis au Mans, bon, c'est pas la ville la plus, heureuse, selon moi. Du coup, le refuge, quand même, hein, c'était, le conservatoire. En musique, d'abord et ensuite, une fois que j'ai eu fini, en théâtre, en troupe et donc j'étais dans ma bulle. Je passais tout mon temps, libre, quand j'allais pas en cours avec des gens qui étaient intéressés par les mêmes choses que moi. On répétait, on imaginait des choses, on montait des spectacles, enfin voilà, c'était ma façon aussi d'échapper quelque part à une ville, qui me plaisait pas du tout. Et dès que j'ai pu évidemment me tirer, ben, je suis revenue à Paris vite fait et faire, mes études, à la fac d'art du spectacle et en revenant, je me sentais plus à la hauteur de Paris. Je sais pas comment te dire, en fait. C'était ma ville, j'adorais, enfin, vraiment, c'était ma ville, et en même temps, j'avais l'impression d'avoir, des années de retard, quoi. J'avais quitté la ville à 12 ans et je revenais avec mes souvenirs, d'enfant aussi et en fait, j'ai souvent été jalouse des filles qui étaient restées, de mes copines de classe, qui étaient restées déjà petit 1 avec leurs 2 parents, à continuer du coup à faire leur scolarité, au collège à Claude Monet où on était, à continuer à aller au cours de danse où j'étais, à continuer voilà. Toutes les filles, que j'avais, repris un peu des contacts avec, des en échange de mon cul, hein. Je comprends que c'est un réseau, je comprends que beaucoup d'actrices, dont il me donne d'ailleurs certains noms, sont obligées de passer par là et il me pose une question, il me dit, «Selon toi, entre 2 comédiennes, un metteur en scène a le choix entre 2 comédiennes, il prend laquelle?» Et donc moi je lui réponds: «Ben, celle, la mieux pour le rôle» et il me fait: «Comme tu es naïve». En fait, je suis sidérée et à un moment donné, il me prend la main comme ça et me dit, «Allez Ariane, montre-moi ta sensualité». Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est? C'est une audition? C'est quoi? Enfin, il faut que je joue? Il faut que je fasse la meuf sensuelle?» Et du coup, ben, je suis là, mais sauf que je suis pas du tout sensuelle parce que j'ai envie de pleurer, que je me demande de ce que je fabrique, que je me dis: «Mais c'était ça, en fait, le super, truc, auquel j'ai pensé toute la journée d'hier, en pensant que ma vie allait changer, que j'allais, rencontrer quelqu'un qui allait certainement m'aider à regagner ce métier que j'avais abandonné l'année d'avant, un peu quand même, voilà, en me disant que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, mais la mort dans l'âme, quoi, tu vois? Et du coup, j'ai accepté de rouvrir, le fameux bouquin que j'avais, fermé en me disant que c'était pour le mieux et en fait, c'est ça, quoi. C'est ce mec-là qui me regarde, qui me demande, de lui montrer ma sensualité, dans ce café sordide place de l'Étoile à 23h, et qui m'explique que de toute façon, il y a pas le choix, c'est comme ça que ça marche et voilà, quoi. Parce que sinon, il faut avoir un talent dingue, et rencontrer et connaître peut-être les mecs, voilà, qui font que en gros, je comprends que c'est mort, quoi. Enfin, je c'est trop dur, quoi. Je ferai jamais, ça ne marchera jamais. Je sens que le mec, il en a marre, qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre son temps, que je vais pas, foncer chez lui tête baissée comme ça. Il me dit: «Bon, là, si tu veux, je te donne un accès à un casting, auquel normalement, seulement les agences les comédiens sous agents peuvent aller». Donc moi, je n'ai pas d'agent, évidemment, je fais plus de théâtre
Donc en gros, il m'offre la possibilité d'accéder à ça parce que il y a beaucoup de castings qui sont réservés à des comédiens qui sont déjà sous agents. Et donc, ça crée déjà une petite sélection, tu vois, au départ. Il me dit, si tu veux, tu y vas. Par contre, il faut venir chercher le scénario à la maison. Il y a eu un moment où, pour moi, vraiment, le temps s'arrête. Vraiment. Je récapitule tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense que je reste bouche bée et je me pose quand même la question. En même temps, bon, oui, non, j'y vais pas, qu'est-ce que c'est? Mais non, mais je peux pas, mais c'est horrible, mais quand même, attends, qu'est-ce que je porte comme sous-vêtements au fait? Ah oui, je me souviens que je porte les sous-vêtements que j'ai achetés récemment chez H&M et qui sont des sous-vêtements assez originaux, dans une matière genre un peu maillot de bain, tu vois, orange. La culotte, c'est un shorty et j'ai le soutif avec la coque, voilà. Et du coup, je suis prête niveau sous-vêt, mais pas du tout pour le reste. Et je pense que le type... Je pense que le type me déteste à ce moment-là, il me déteste, et puis du coup, il s'en va, voilà. À voir mon hésitation, il attrape son imperméable, qui est posé à côté de lui, sur la banquette. Il se lève, et en fait, il me regarde, tu vois, et il me dit « Tu n'es pas prête ». Et il part. Et c'est tout. Il me dit pas au revoir, il me dit pas bonne chance dans la vie, il me dit rien. Il me dit tu n'es pas prête. Et il quitte le café et ne me paye même pas mon café. Hein. Il se tire comme un connard, quoi. Voilà, comme un gros connard. Et à ce moment-là, je me sens comme une enfant qu'on a punie, débile. Enfin, tu vois, je me sens vraiment une merde, vraiment, quoi. Donc je paye mon café, je sors, place de l'Étoile, il est 23h30, il pleut, c'est horrible. Finalement, après tout ça, je me suis sentie très soulagée parce que je savais que c'était vraiment pas quelque chose qui était fait pour moi, que j'étais pas prête, que j'avais pas les épaules, que pas prête du tout à tolérer, à accepter que des gens soient prêts, eux, à tout, tu vois, pour réussir. En fait, je me dis que j'aurais pas été bien, que j'aurais été malheureuse, que j'aurais souffert peut-être de comportements, de choses que je me serais peut-être sentie pas bien, inférieure aux autres, peut-être mal dans ma peau, ou que je me serais transformée en fille, en connasse, quoi, tu vois, très superficielle, ou je sais pas, ou qui, au contraire, prend le contre-pied et puis se prend pour quelqu'un de supérieur aux autres. Mais là, par contre, non, après, j'ai fait des ressources humaines. J'ai cherché le métier le plus chiant du monde et je l'ai trouvé. Là, j'avais besoin de choses précises. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu réussis si tu fais ça. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus encadré avec voilà, le cadre et puis ça déconne pas. Et du coup, on va pas attendre de toi que tu commences à faire un numéro de claquette, tu vois, et que tu sois incroyable comme ça. Mais la vérité, c'est que je pense que j'étais pas à la hauteur, en fait. Et que c'est pour ça, là, dans les parages, devant le théâtre, en espérant qu'il me revoie, parce qu'il y a quand même un peu de monde, il me voit. Et là, il a une réaction assez étrange, c'est qu'il me fait « Ah, alors, vous voyez, hein, qu'est-ce que je vous disais je connais du monde, en gros, quoi. Hein, c'était pas des bêtises, nanana. Moi, je connais vraiment des gens, et vous pourriez les intéresser, etc., quoi. » Donc là, je l'écoute quand même plus attentivement parce qu'il était en train de discuter. Alors, je sais pas ce qu'il racontait. Peut-être qu'il essayait de leur vendre des trucs, tu vois, je sais pas. Mais du coup, ça m'intéresse. Et là, il me dit, oui, j'ai un ami. Il m'en avait parlé dans le métro de ce type. J'ai un ami en ce moment. Il est en train de. C'est lui qui produit une des plus grandes comédies musicales qui va sortir. Là, ça va cartonner. C'est un truc, c'est sûr. Nanana. Bon, moi, j'en avais jamais entendu parler. C'était pas trop un truc qui m'intéressait. Bon. Mais voilà, je retiens quand même le nom. Donc je lui dis, ok, vas-y, quoi. Appelle ce mec. Parce que là, en effet, je vais pas non plus laisser passer, entre guillemets, ma chance. Et du coup, il appelle. J'enregistre son numéro sur mon Ola. Je discute avec le type et on se file rendez-vous le mardi soir, rue Marbeuf, dans le 8e.
je rentre chez moi, où vit aussi mon mec, et je lui raconte ce qui s'est passé. Et là, il me regarde, il me dit: «Non mais attends», il me dit: «C'est quoi ce plan? C'est un plan, enfin c'est sûr, c'est pas sérieux, c'est un plan cul, quoi». Et je lui dis: «Mais non», et donc je lui explique, et moi je suis quand même assez convaincue, j'ai envie d'y croire, et en même temps, enfin, j'ai en moi un truc qui me dit: «Mais quand même, c'est bizarre, quoi». Du coup, je panique un peu. Le mardi arrive et je ne vais pas au rendez-vous. En plus, j'avais arrêté quand même déjà le théâtre, hein, l'année d'avant, et donc je pense que j'avais vraiment, acté ça, quoi. Tiré vraiment un trait, j'avais vraiment, mais fermé le bouquin, quoi. C'était, fini, donc du coup, je vais pas à ce rendez-vous. Il y a un truc qui fait que je le sens pas. Bon, évidemment, j'appelle pas, je m'excuse pas parce que bon, enfin voilà, tu vois? Et donc le mercredi matin, je vais à la fac, je prends le métro, et mon regard est interpellé comme ça, tu vois? Il y a un truc qui m'a et je découvre une affiche avec le nom de la comédie musicale dont m'avait parlé mon mec là, mon fameux Eric Magnum. Je regarde ce truc, je dis: «Ah tiens», et par curiosité, je regarde les petits noms en bas, des gens qui sont notés, dans la production du spectacle, et je vois le nom du mec à qui j'ai posé un lapin la veille. Je me dis: «Merde!» Pour la deuxième fois en 3 jours, quoi. Je me dis: